Nombre de nos agences de renseignement nationales nous informent que la Russie pourrait tester la capacité de l'Union européenne à se défendre d'ici 3 à 5 ans. Qui d'autre écoutons-nous si ce n'est elle ? Il faut que le public comprenne. Nous envoyons un signal dangereux à l'agresseur. La faiblesse les invite à entrer. Alors, on a là quand même la représentante de l'Europe qui dit 3 à 5 ans, c'est demain. Et surtout, elle s'appuie quand même sur les données des services de renseignement, de nombreux services de renseignement occidentaux. Ça veut dire que l'Europe n'a pas son propre service de renseignement, donc il y a plusieurs services qui participent à cet effort de renseignement, et ça concorde. Ça veut dire qu'il y a les Allemands, il y a les Danois, il y a les Anglais qui disent à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'elle a l'Europe ? Parce que tout à l'heure, Thierry Breton répondait de manière ambiguë, il disait il y a un service de coordination. Oui, c'est un service. Ça veut dire quoi, un service de coordination ? Non, mais il n'y a pas d'Europe de la défense. Non, mais je veux dire, il y a un gars dans un bureau qui fait quoi ? J'étais à Bruxelles à l'époque et j'ai vu la naissance de ce service. Les seuls qui donnaient des informations, c'était les Anglais et les Français, et c'était pas des informations données à tout le monde. Donc c'est un peu monté en puissance, et effectivement c'est un service de coordination. On va pas donner des informations comme ça à tous les membres de l'Union européenne alors que c'est une maison de verre. Oui, c'est ça. Hélas, tout le monde peut espionner. On dit qu'il y a des bureaux même autour de la Commission européenne, que les Chinois, par exemple, ou les Russes, mais les Chinois sont connus pour ça. Les Américains aussi, puisqu'un jour, ils démontaient les micros, c'était il y a 20 ans. Donc, il y a eu des services de dépoussiérage, comme on dit, par les services. Et effectivement, il y avait des micros qui avaient été posés par les Américains. Moi, je vous disais que Bruxelles, c'est la capitale européenne de l'espionnage, puisque vous avez la Commission européenne et le siège de l'OTAN. Et donc, en fait, c'est la capitale numéro 1. Après, vous avez Genève, avec toutes les organisations internationales, et puis après, vous avez Vienne. Mais Vienne, c'est historiquement, c'était la première ville, parce que comme le pays était neutre, soi-disant, en plus, il y a aussi des organisations internationales, et en fait, l'Autriche était le terrain par excellence pour les espions. Il est redoutable, Girnoff. On disait hier qu'on vous aurait fusillé avec plaisir pendant la guerre froide. Vous voyez, le général Richoux vous aurait passé par les armes avec une bonne humeur tout à fait amicale. On se tuait pas beaucoup pendant la guerre froide. C'est vrai. On s'échangeait. C'est pour ça qu'il y avait un pont des échanges. On évitait, parce que ça apportait des représailles. L'époque a changé. L'époque a changé. Les solutions radicales étaient, à mon avis, moins importantes que ce que l'on voit aujourd'hui. Et les relations du temps de l'Union soviétique avec les pays occidentaux, en tout cas vers la fin, étaient bien meilleures qu'elles ne le sont avec la Russie, et même avant la guerre. Absolument. Je voudrais rajouter une chose sur l'Europe. Tant qu'il n'y a pas de commandeur en chef, il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas d'armée. Donc qui est le commandeur en chef ? Qui donne l'ordre ? Qui est go, on y va ? Qui commande les armées ? Il n'y a pas d'Europe puissance. Donc voilà. Mais soyons concrets. Qu'est-ce qui peut faire dire ? On a là, c'est pas un propos de bistrot, comme vous dites, c'est la représentante de l'Union européenne qui me donne même un chiffre, qui dit 3 ans à 5 ans. Poutine serait en train de se préparer, comme l'Allemagne se préparait en 1936, à attaquer en 1939. On est dans cet ordre de grandeur-là. Quels sont les éléments probants qui peuvent exister? Mais vous aviez le ministre allemand de la Défense, M. Pistorius, tout à l'heure en entretien aux côtés de son homologue français. Il a tout récemment tenu des propos qui sont quasiment les mêmes de ceux de Keikala. C'est public, c'est pas un secret. Vous avez plusieurs ministres de la Défense qui s'expriment là-dessus. Vous avez des secrétaires généraux de l'OTAN qui le disent. Alors certains disent 3 ans, d'autres disent 5 ans, mais ce qu'elle dit n'est pas inédit. Je veux dire, des personnages de premier plan, politiquement, publiquement, l'ont fait savoir. Et c'est très intéressant sa formulation. Elle dit pourrait tester la capacité de l'Union européenne. Donc c'est pas nécessairement les chars qui vont déferler. Non, elle ne dit pas l'OTAN. C'est très intéressant. C'est l'Union européenne. Elle ne dit pas l'OTAN, c'est l'Union européenne. Elle a à l'esprit les pays baltes. Oui. Elle a à l'esprit très clairement les pays baltes, effectivement. Ou la Finlande. Mais que la Russie se prépare et des moyens, c'est une chose. Mais en même temps, on passe notre temps à dire que l'armée russe n'est pas bonne, qu'elle n'arrive pas à progresser dans la région du Donbass, qu'il va lui falloir des années si elle voulait conquérir la totalité du Donbass. Donc c'est l'un ou l'autre. Mais en même temps, je veux dire, on ne peut pas considérer que s'il y a une menace russe, nous, on va rester dans l'état où on est. Quel est le scénario ? On va se préparer aussi. Quel est le scénario ? Puisque vous semblez aller sur ce train-là. Quand on voit cette carte-là, on comprend que Trump est arrivé, pas sûr qu'il arrive en soutien si l'Estonie, par exemple, était attaquée. Madame Kaja Kallas, elle est estonienne, elle est de là, sa propre famille a été déportée par les soviétiques. À quoi elle pense quand elle dit ils vont tester les capacités de l'Union européenne ? À Narva ?
Oui, parce qu'il y a des Russes qui sont là, en tout cas. Dans son pays, il y a la ville qui est quasiment à la frontière. Alors, le scénario, allez, commandant du KGB, vous êtes en fonction, remettez votre casquette, mon commandant. Quel est le scénario ? Le scénario, on l'a vécu déjà. Alors ? On l'a vécu déjà en Biélorussie, on l'a vécu en Finlande. Ça veut dire que Loukachenko, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a apporté par avion des Africains en Biélorussie, et après il les a dirigés vers la frontière polonaise en les poussant quasiment à provoquer les Polonais, les guerres frontières. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu une crise, et les Polonais ont complètement ont été obligés de construire le mur, comme Trump a parlé à la frontière avec le Mexique. En Finlande, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y avait une loi une loi européenne qui permettait, si vous êtes à vélo, vous n'êtes pas contrôlé, vous pouvez pénétrer en Finlande avec un document ou pas de document du tout. Et donc, en fait, ils amenaient des Africains, ils leur donnaient un vélo, ils leur disaient vous roulez dans cette direction, et les Finlandais, les gardes frontières finlandais, ils étaient envahis par des foules, et ils ne savaient pas quoi faire. Donc, manuel du coup d'État, les minorités russes en Estonie, par exemple, s'agitent un peu, et les Russes arrivent, les Russes disent on est obligé de venir. Alors, moi, je crois que dans ce qui a été dit, il y a aussi une volonté de mobiliser les énergies pour que l'Europe sorte de sa torpeur et qu'on prenne en fait la gravité des choses en main. Parce que donc si vous n'y croyez pas trop. Vous avez l'air de dire que vous n'y croyez pas trop, alors. À la menace, je vais vous dire ce que je crois. Je crois qu'aujourd'hui, les Russes ne sont pas capables de le faire. Je crois qu'ils seront capables de le faire dans un délai entre 5 à 10 ans, à partir du moment où le front sera figé. C'est-à-dire que si le front est figé, ils régénèrent leur appareil militaire, et à partir de 5 ans, à mon avis, c'est vraiment la limite basse. Là, on peut craindre quelque chose, effectivement. Et donc, il est temps. Et quand on parle de l'UE, c'est pas l'OTAN. C'est-à-dire que l'UE doit prendre son destin en main, clairement, sur le plan militaire, et ne pas s'en remettre en temps long. Parce que moi, la première chose qui m'a frappé, c'est qu'elle parle de l'UE. Elle dit, c'est l'UE qui est menacée. C'est ça. Sinon, elle serait mise sous le couvercle de l'Alliance. Donc, en fait, elles disent maintenant, l'UE doit se sortir les métacarpiens, et ce qu'on ne fait pas. Et puis, on a encore pris, beaucoup de pays n'ont pas pris la mesure de la gravité de ce qui se passe, et maintenant, il faut y aller. C'est très clairement. Volodymyr Zelensky serait d'accord avec vous, puisqu'il s'est exprimé hier au Forum de Davos en Suisse, et il dit à peu près ce que vous venez de dire, justement. Il faut se méfier de donner du temps à la Russie, parce que justement, elle va se reconstituer. C'est sûr, plus forte. si on s'arrête, et puis ensuite, dans la foulée, il refait son appareil, ça peut durer 5-10 ans, 2014, 2022, 8 ans, crac, et puis il repart. On écoute les propos de Zelensky comme ça, on serait bien sûr. Si Poutine a porté son armée à plus de 600 000 hommes, qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? S'il n'y a pas de solide garantie de sécurité pour l'Ukraine, ni l'OTAN, ni aucun autre contingent militaire, pas d'armes à longue portée sur le territoire de l'Ukraine. Qu'en pensez-vous ? Et si Poutine revient ? Il reviendra certainement avec une armée 10 fois plus importante qu'en 2022. Parce qu'elle est déjà 4 fois, presque 4 fois et demi plus grande. Quand même, ça contredit pas mal d'analyses qui ont été tenues sur ce plateau. Le président ukrainien lui-même, il n'est pas suspect de se tromper. Il les a vraiment face à lui. Il dit l'armée russe est plus forte maintenant. Elle s'est renforcée. Elle est plus forte que celle qu'on a eue en 2022. En 2022, c'était n'importe quoi. Enfin, ils savaient pas combattre. Ils avaient la masse, ils avaient encore des chars, ils avaient de l'artillerie, mais ils savaient pas se battre. Je vous épargne ce qu'ils ont fait pendant les manœuvres, pendant les 4 mois entre Biélorussie et la frontière ukrainienne. Ils se saoulaient, ils volaient, ils violaient des filles dans les villages à côté. Et donc, en fait, c'était la pagaille. Et en 3 ans, cette armée a su se réorganiser. Il leur manque des choses. Il leur manque l'artillerie qui vont commander chez les Coréens du Nord. Il leur manquait des drones qui sont allés chercher chez les Iraniens. Mais en même temps, toute l'armée, et je parle sous le contrôle du général, bien évidemment, quand vous commencez la guerre, personne ne sait combattre. Et puis après, au fur et à mesure des activités et des hostilités, des deux côtés, on apprend. Et donc l'armée russe, celle qui est restée, les plus faibles étaient éliminés,
Et donc, ceux qui ont survécu, c'est les gens qui savent se battre mieux qu'il y a 3 ans. Quand on voit les images là de ces soldats russes qui vont débusquer des tranchées, etc., est-ce que, on a la région de Pokrovsk, est-ce que vous pensez vraiment que, vous imaginez, nos générations ont vécu dans l'idée que les chars russes allaient arriver par la porte de Brandebourg, voilà, qu'un jour ils tenteront vraiment quelque chose sur le sol de l'Union européenne, comme le dit Kaja Kallas? Vous avez posé tout à l'heure la question et ça m'a frappé au ministre français des armées à l'Ocornu. En l'occurrence, la Géorgie et la Moldavie ne sont pas encore dans l'Union européenne, mais vous lui avez demandé si les chars russes entrent en Géorgie ou en Moldavie, est-ce que nous, Français, engagerons du matériel et des hommes? Et il a refusé de vous répondre de manière très sérieuse, élégante, en expliquant qu'il n'allait pas faire de la casuistique, la question ne se posait pas comme ça. Et j'ai sincèrement trouvé que ça manquait quand même d'audace. Alors certes, c'est facile pour moi, depuis le confort d'un plateau, d'appeler à l'audace, etc. Je ne suis pas en responsabilité au sens politique, mais vous avez raison de la poser, cette question. Et je pense que même si c'est important, comme l'a dit ensuite M. Pistorius, de jouer la carte de l'ambiguïté stratégique, de ne pas expliquer où sont nos lignes rouges, l'ambiguïté, ça n'est pas de dire non, vous ne pouvez pas me poser cette question. C'est de dire évidemment que nous réagirons, mais nous ne vous dirons pas aujourd'hui comment nous réagirons, mais nous réagirons. Je suis un peu plus sceptique sur la Géorgie et la Moldavie. En revanche, en ce qui concerne l'Union européenne, il y a un accord de défense mutuelle qui est d'ailleurs beaucoup plus contraignant que l'article 5 à 42.7. Mais bon, il faut après en avoir les moyens, mais normalement, il est contraignant. Donc, si un pays de l'Union européenne est attaqué, il faudra qu'il y ait une réaction de l'Union européenne. Est-ce que c'est un accord vraiment d'entrée en guerre aussi strict que l'accord entre la Pologne et la France en 1939, c'est-à-dire si... c'est vraiment un accord, c'est vraiment une disposition effectivement, défense mutuelle. Donc, si la Russie attaque l'Estonie, la France entre en guerre. La France a 300 hommes en Estonie. Depuis 2017, on a une mission avancée de l'OTAN, donc on participe à des missions, le ministre a employé le mot de réassurance sur place. Ça veut dire que les Russes qui rentrent, ils tombent sur nos soldats, des soldats français. Alors, vous allez me dire, 300 hommes, c'est pas grand-chose. Je suis d'accord, il faut voir le matériel qu'ils ont entre les mains. L'Estonie, c'est tout petit. C'est clair que l'occupation, ça irait vite. Mais ensuite, vous avez les Baltes à côté. Mais je repose ma question. Là, ce qui est automatique, c'est une réaction ou bien c'est entrer en guerre? C'est pas la même chose. Normalement, c'est contraignant. Voilà. Oui, contraignant, ça veut dire entrer en guerre. Alors que l'article 5 ne l'est pas. Oui, voilà. L'article 5, on réfléchit ensemble, etc. Mais alors là, c'est contraignant. C'est contraignant. Sauf que c'est contraignant avec, entre des membres qui n'ont pas d'armée commune et qui n'ont pas d'instruments communs pour réagir. Nous avons la somme des 27 armées nationales, mais nous n'avons pas l'état-major qu'il faudrait pour pouvoir... On n'a pas le renseignement, on n'a pas le commandement qu'il faudrait, et on n'a pas le commandant en chef, toujours. Qui donne l'ordre? Qui appuie sur le bouton quand il faut y aller?